Le vol de votre vie intérieure. L'état des lieux. Il est tard, peut-être 22h30, peut-être plus. Le temps a cessé d'avoir de l'importance depuis que vous êtes rentré. Regardez la scène. Vous êtes là, affaissé sur ce canapé que vous connaissez par cœur, ou peut-être allongé dans la pénombre de la chambre. Autour de vous, tout est calme. L'immeuble dort. La ville ralentit. Les bruits de la rue se sont estompés. Physiquement, vous êtes immobile. Vos muscles sont relâchés. Votre corps pèse lourd, ancré dans la matière. Et pourtant, à l'intérieur, c'est le vacarme. Si vous prêtiez l'oreille, vraiment, à ce qui se passe derrière vos yeux, en ce moment précis, vous entendriez un grésillement continu, une sorte d'acouphène mental. Ce n'est pas une pensée articulée, vous ne réfléchissez à rien de précis, vous ne résolvez aucun problème. C'est une centrifugeuse qui tourne à vide. C'est une superposition chaotique d'images, de sons, de phrases incomplètes. Un titre d'actualité anxiogène lu ce matin, mélangé à une remarque d'un collègue. Télescopé par une publicité aux couleurs vives, une notification oubliée, le refrain d'une musique de 15 secondes. Tout cela se bouscule, se heurte, tourne en boucle. Votre esprit ressemble à une pièce où 10 télévisions seraient allumées en même temps sur 10 chaînes différentes. Vous êtes épuisé. Mais observez la nature de cette fatigue. Ce n'est pas la bonne fatigue, ce n'est pas celle du paysan qui a labouré son champ, ni celle de l'artisan qui a fini son ouvrage. Ce n'est pas une fatigue de densité, c'est une fatigue de friction. Une fatigue électrique, nerveuse, épidermique. Vous avez le sentiment étrange d'avoir couru un marathon sans avoir bougé d'1 centimètre. Vous vous sentez vide et pourtant saturé. Comme si vous aviez passé la journée à ingérer de la data, des kilomètres de pixels, et que vous étiez maintenant en train de faire une indigestion de lumière. Et alors, que faites-vous? Observez votre main droite. Observez ce réflexe, presque reptilien. Alors que tout votre être réclame du repos, alors que vos yeux piquent, votre pouce, lui, continue de bouger. Il glisse sur la vitre froide, de bas en haut, encore et encore. C'est un mouvement minuscule, anodin, une simple caresse sur du verre. Mais c'est le mouvement qui définit notre époque. À chaque impulsion du pouce, une nouvelle image apparaît. Un nouveau visage, une nouvelle promesse, une nouvelle microdose de dopamine. Vous ne regardez même plus vraiment. Soyez honnête, vous scannez. L'œil ne se pose pas, il glisse. Vous n'êtes pas en train de chercher une information, vous êtes en train de fuir le silence. C'est là le symptôme le plus clinique de notre siècle, l'intolérance absolue au vide. Rappelez-vous votre journée. Essayez de trouver un seul moment, un seul, où vous n'avez rien fait. Pas rien fait en attendant quelque chose, vraiment rien. Sans musique dans les oreilles, sans podcast, sans écran, sans livre. Le simple fait d'attendre que l'eau des pattes-boue est devenu une torture. Ces 3 minutes d'attente sont devenues insupportables. Il faut combler l'interstice. Il faut sortir le téléphone. Dans l'ascenseur, pour monter 3 étages, la main plonge dans la poche. Aux toilettes, le monde extérieur nous suit. Dans la salle d'attente du médecin, personne ne regarde le plafond. Personne ne rêve. Tout le monde a la tête penchée, le visage baigné de cette même lueur bleuâtre. Nous avons méthodiquement assassiné les temps morts. Ces moments de transition, ces moments flous où l'esprit pouvait divaguer, se reposer, se remettre à zéro, ils ont disparu. Nous les avons remplacés par une connexion permanente. Nous ne vivons plus des expériences linéaires, avec un début, un milieu et une fin. Nous sommes devenus des terminaux de traitement de flux. Nous vivons dans un présent perpétuel, haché menu, fragmenté en séquences de 15 secondes. Et ce soir, dans ce salon silencieux, si vous vous sentez si étrange, c'est parce que vous êtes en sevrage. Le flux ralentit, mais le cerveau, lui, continue de réclamer sa dose. Il a peur de ce qui pourrait arriver si l'écran s'éteignait vraiment. Il a peur de se retrouver seul avec lui-même. Alors, pour repousser ce moment, pour ne pas entendre le silence, vous scrollez encore un peu, juste une dernière fois. Le vol de votre vie intérieure. La mécanique de l'effritement. Pour comprendre pourquoi nous sommes tous, collectivement, dans cet état de fatigue chronique, il faut faire un pas de côté. Il faut regarder l'histoire. Pendant la quasi-totalité de l'aventure humaine, l'équation fondamentale de notre rapport au monde était simple. D'un côté, l'être humain disposait d'une attention relativement stable, abondante. De l'autre, l'information était une denrée rare. Pour savoir, pour apprendre, pour voir quelque chose de nouveau, il fallait faire un effort.
Il fallait se déplacer, chercher, creuser. Le silence était la norme, le bruit était l'exception. Mais en l'espace d'une seule génération, un battement de cils à l'échelle de l'histoire, cette équation s'est brutalement inversée. Aujourd'hui, l'information est devenue infinie. Elle est omniprésente. Elle coule comme de l'eau, gratuite et inépuisable. Et c'est votre attention qui est devenue la ressource rare. Ce n'est pas une formule de style. Si vous regardez les plus grandes fortunes de ce siècle, les plus grands empires industriels actuels, ils ne vendent pas de pétrole, de voitures ou de terres agricoles. Ils construisent des plateformes d'extraction. Mais ils ne forent pas le sol, ils forent votre crâne. Ils extraient du temps de cerveau disponible. C'est là que réside le grand malentendu de votre époque. Nous avons tendance à nous blâmer nous-mêmes. Quand vous n'arrivez pas à lire plus de 3 pages d'un livre sans attraper votre téléphone, vous vous dites « je n'ai aucune volonté, je suis paresseux, mon cerveau est cassé ». Détrompez-vous, ce n'est pas un défaut de fabrication de votre part, c'est le résultat d'une ingénierie extrêmement sophistiquée conçue précisément pour obtenir ce résultat. Il faut avoir le courage de regarder la mécanique en face. De l'autre côté de votre écran, il n'y a juste pas du contenu. Il y a des milliers d'ingénieurs, de statisticiens, de designers comportementaux parmi les esprits les plus brillants de leur génération. Leur mission quotidienne, leur unique objectif professionnel est de trouver comment briser la barrière de votre indifférence, comment contourner vos défenses rationnelles pour aller toucher directement vos instincts les plus primitifs. Prenons un exemple simple, le mécanisme du rafraîchissement, le pull to refresh. Vous tirez l'écran vers le bas, vous le relâchez et une petite roue tourne avant de faire apparaître de nouvelles images. Ce mouvement n'est pas anodin. Il a été calqué très exactement sur le fonctionnement des machines à sous de Las Vegas. C'est ce qu'on appelle en psychologie la récompense aléatoire. Si vous saviez chaque fois ce que vous alliez trouver, vous vous lasseriez vite. Mais vous ne savez pas. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle, peut-être une image choquante, peut-être un message d'amour, peut-être rien. C'est cette incertitude, ce peut-être, qui libère la dopamine. C'est cette incertitude qui crée l'addiction. Nous sommes devenus des rats de laboratoire qui appuient frénétiquement sur un levier, espérant la prochaine gratification. C'est une lutte profondément inégale. D'un côté, il y a votre cerveau biologique, un outil magnifique, mais vieux de 200 000 ans. Un outil conçu pour la savane, pour repérer un mouvement dans les hautes herbes, pour réagir à l'immédiat. De l'autre, il y a des supercalculateurs qui apprennent de vos comportements en temps réel, qui savent mieux que vous ce qui va vous faire réagir. Vouloir résister à cela uniquement par la force de volonté, c'est comme essayer d'arrêter une marée montante avec les mains. C'est noble, mais c'est perdu d'avance. Et le coût de cette défaite, le coût, ce n'est pas seulement le temps perdu. On s'en fiche du temps perdu. On a le droit de perdre son temps. Non, le vrai coût est beaucoup plus grave. C'est la perte de la profondeur. Pour qu'une idée complexe se forme, pour qu'un sentiment mûrisse, pour qu'une compréhension du monde s'installe, l'esprit a besoin de continuité. Il a besoin de durée. C'est comme la sédimentation géologique. Il faut que les couches se déposent, lentement, les unes sur les autres, sans être perturbées. Mais si votre attention est fracturée toutes les 45 secondes, si vous êtes interrompu par une vibration, une lumière, ou simplement par l'envie d'aller voir ailleurs, alors la sédimentation ne se fait pas. Le sable est balayé avant d'avoir pu devenir de la pierre. Vous restez sur la surface, vous surfez sur l'écume des choses. Vous savez un peu de tout, mais vous ne connaissez rien intimement. Vous devenez un spectateur de votre propre vie, capable de tout voir, mais incapable de tout sentir. C'est cela, l'effritement. Ce n'est pas une explosion brutale, c'est une érosion lente. C'est votre vie intérieure qui part en poussière, miette d'attention à miette d'attention, aspirée par des serveurs à l'autre bout du monde. Le vol de votre vie intérieure. La respiration philosophique. Mais accuser uniquement les algorithmes serait trop facile. Ce serait une manière de nous dédouaner, de nous dire que nous sommes que des victimes passives d'un système extérieur. Il y a une autre vérité. Une vérité plus inconfortable, plus rugueuse, qu'il nous faut avoir le courage de regarder en face. Si nous cédons si facilement à cette fragmentation, c'est peut-être parce que, au fond, nous sommes complices de notre évasion. Il y a près de 400 ans, bien avant qu'Internet ne soit même une idée, bien avant que l'électricité ne vienne tuer la nuit, un homme avait déjà tout compris de ce vertige. Blaise Pascal. Dans ses pensées, il a écrit une phrase qui résonne aujourd'hui avec une violence prophétique. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose,
qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pourquoi est-ce si difficile de rester seul dans une chambre? Pourquoi ce silence nous fait-il si peur? Parce que lorsque le bruit s'arrête, lorsque l'agitation du monde retombe, nous nous retrouvons face à la seule personne que nous passons notre vie à fuir, nous-mêmes. Dans le silence, les masques tombent. Dans le silence, les questions que nous avons enfouies sous des tonnes de divertissement remontent à la surface. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que j'ai peur de mourir? Ces questions sont des abîmes, elles donnent le vertige. Alors, pour ne pas les entendre, pour ne pas ressentir ce vide existentiel, nous cherchons le bruit, n'importe quel bruit. Hier, c'était la guerre, la chasse, le jeu, la cour du roi. C'est ce que Pascal appelait le divertissement, tout ce qui nous détourne de l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons inventé le divertissement parfait, le divertissement absolu. Portatif, infini. La saturation numérique est devenue notre anesthésiant le plus puissant. C'est une morphine douce. Tant que vous scrollez, tant que vous traitez des notifications, tant que vous vous indignez pour un tweet, vous n'avez pas à penser à votre propre finitude. Vous êtes occupé, vous existez par réaction. Vous êtes sauvé du vide. Mais ce que nous avons oublié, c'est que ce vide n'est pas notre ennemi. Nous avons appris à détester l'ennui. Nous l'avons pathologisé. Dès qu'un enfant s'ennuie, on lui met un écran dans les mains. Quelle erreur tragique! L'ennui n'est pas un temps mort, c'est un temps fertile, c'est une terre en friche. C'est précisément dans ces moments où il ne se passe rien que tout peut enfin commencer. C'est quand l'esprit cesse de recevoir des données de l'extérieur qu'il commence à tisser des liens à l'intérieur. C'est dans l'ennui que naissent les projets. C'est dans le silence que se consolident les souvenirs. C'est dans cette latence que l'âme, si vous acceptez ce mot, reprend son souffle. Sans vide, il n'y a pas de résonance. Et sans résonance, nous ne sommes que des tambours pleins qui ne font aucun son. Alors quelle est la voie? Il ne s'agit pas de devenir un ermite, il ne s'agit pas de jeter son téléphone dans le fleuve ou de rejeter le progrès. Ce serait une posture, une autre forme de vanité. La vraie résistance en 2026 est plus subtile. Elle consiste à opérer un renversement des valeurs. On nous a fait croire que la réussite, c'était d'être connecté, d'être demandé, d'être au courant. C'est un mensonge. Le véritable luxe aujourd'hui, c'est d'être injoignable. La véritable richesse, c'est la souveraineté de son attention. C'est la capacité de fermer la porte, de dire « pendant 1 heure, le monde n'a pas prise sur moi ». C'est un acte de dissidence silencieuse. Cela consiste à recréer délibérément des sanctuaires, des zones blanches dans votre journée, des îlots de temps non négociables, où aucun signal ne rentre. Non pas pour être plus productif, mais simplement pour se rappeler ce que ça fait d'être un humain entier et non fragmenté. Alors, ce soir ou demain matin, essayez. Ne cherchez pas à méditer, ne cherchez pas à accomplir une performance spirituelle. Contentez-vous de ne rien faire. Laissez le téléphone dans une autre pièce. Asseyez-vous, regardez par la fenêtre ou regardez un mur. Sentez l'inconfort monter. Accueillez-le. Et attendez que le bruit de fond s'arrête. Attendez que la boue retombe au fond du verre et que l'eau redevienne claire. C'est là que vous vous retrouverez. C'est tout ce qui compte.